Nous sommes heureux de vous retrouver sur les antennes de Télé Africa pour le tout premier numéro de cette émission en cette nouvelle année 2023. Bonsoir à tous et merci encore une fois de plus pour votre confiance renouvelée sans cesse dans le cadre de cette émission Les As du Foot. Je rappelle le principe de l'émission, c'est le débat, le décryptage et l'analyse de l'actualité du football. On peut peut-être aller au-delà lorsque l'abondance de l'actualité nous le permet. Djibril Wanya, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup d'être toujours des nôtres. Merci et bonne année à tous les téléspectateurs de Télé Africa. Voilà. Donc on leur doit ça. Voilà, effectivement. Brisinengue. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir, comment allez-vous? Meilleurs vœux. Merci. Voilà. Toujours aux couleurs du pays. Hein. Oui, toujours, le jour national. Ouais. Ça représente beaucoup pour vous. Énormément de choses. Ouais. Comme je le dis tantôt, comme je le dis très souvent, c'est mon pays, c'est le seul que j'ai en héritage. Ouais. Et donc je me dois de le porter. Il n'y a pas de changement de pays? Non. Ou pas de changement de nationalité? Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oh, comme mon Gabonais qui gère les contradictions. Oui. Toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs qui ont posé un certain nombre de questions à l'émission, à quel niveau, ainsi de suite. Nous sommes heureux de retrouver les téléspectateurs. Oui, tout naturellement, c'est toujours un plaisir que d'essayer de donner la bonne information aux publics sportifs gabonais et on profite de justement à l'orée de cette année à sauter les vœux les meilleurs pour que le football gabonais puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Solange Pambo, bonsoir. Bonsoir Rodrigue Bekale. Toujours un plaisir d'être à vos côtés. Plaisir partagé évidemment. Bonne année. Merci beaucoup à vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut bien vous souhaiter pour cette nouvelle année, M. Pambo? Beaucoup de santé, de protection divine. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite poser la question de savoir qu'est-ce qui a été le fait marquant pour chacun de vous tout au long de cette année qui s'achève sur le plan du football, bien sûr. Messieurs, vous avez la parole, tout en respectant la règle des 3C. Soyons courts, clairs et concis. Personnellement, je me jette à l'eau le premier. Oui. Personnellement, je garde en mémoire, je suis assis à côté du président et je crois que le président va certainement partager ce souvenir qui nous est resté au travers de la gorge. Parce que ce jour-là, on était tous ensemble en tribune au stade de Limbé et nous étions quasiment dans l'axe de la médiane, de la ligne médiane au niveau du rond-point central. Et on est convaincu que Boupenza n'était pas du tout hors jeu. Et ça ne passera jamais. C'est quelque chose qui m'énerve, qui m'agace jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Djibril Wanya. Moi, je n'ai qu'un seul fait marquant. C'est que le Gabon reste dans le milieu du football africain, toujours présent là où il a été le plus performant. Je parle de G23, qui sont encore en course. Je crois que c'est un fait marquant parce que l'entraîneur, il est aussi gabonais. Et que nous sommes les premiers champions de cette compétition. Et c'est bien que nous soyons encore là et que ce soit fait en 2022. Très bien. Chez moi, ce sera l'espoir suscité par les filles gabonaises, les Panthères, qui ont raté de justesse la qualification à la Coupe d'Afrique. C'était une grande première parce que nous sommes arrivés quasiment au dernier match avec l'espoir qu'on pouvait, pour la première fois de notre histoire, rejoindre le quota des grandes nations en compétition africaine. Malheureusement, ça a cassé sur la dernière marche, qui montre que l'écart aujourd'hui n'est pas toujours aussi grand qu'on veut le faire passer dans nos têtes. Il suffira qu'on se mette rapidement au travail pour que les filles se remettent en ordre de bataille. Moi, je vais peut-être aller ramer compte courant par rapport à mes prédécesseurs pour dire que le fait marquant pour moi est que après la création de la Fédération gabonaise de football en 1962, que le football gabonais ne soit toujours pas structuré, bien que bénéficiant d'une manne suffisamment importante. Ouais. Je voudrais, merci beaucoup à chacun de vous. Ça, ce sont des faits qui vous ont marqué tout au long de l'année 2022. Alors, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que chacun de vous souhaiterait? Bon, je crois que les perspectives se trouvent dans le processus, le chronogramme des émissions de sport, de football comme les As du football, et que les meilleures perspectives ne découleront que des débats que nous allons tenir et des propositions et des suggestions que nous aurons faites pour le bien de la nation et du football gabonais. Je crois que les grosses perspectives sont celles-là parce que, comme le disait Gaëtan, au-delà de tout ce qu'on a pu dire comme fait positif, le football gabonais est quand même malade. Donc c'est à nous d'apporter, nous communicateurs, parce que souvent, pour ceux qui me suivent dans les forums, je reste journaliste et communicateur. Non, qui me suivent dans les forums. je reste journaliste et communicateur pour dire que c'est à nous de jouer notre rôle. Perspective. Je crois que la presse sportive gabonaise, pour le cadre du sport et du football, a un rôle à jouer pour aider à la décision. Merci beaucoup.
L'année 2023 va être assez dense en compétition. Le calendrier est surchargé. 2023 et 2024, les Panthères seront au pont quasiment tous les 3 mois, contrairement aux années précédentes où on avait quand même beaucoup de temps mort. Moi, mon rêve, pour l'instant, c'est le mois de mars. Le mois de mars est pour moi un mois capital parce qu'on a 2 équipes engagées en compétition internationale. Les Panthères A qui peuvent prendre certainement leur ticket pour la CAN de la Côte d'Ivoire. Et aussi les U23 qui sont à l'orée de retrouver cette grande compétition U23. Le tournoi final aura lieu bientôt, mais tout passe par le mois de mars. Et mon rêve, c'est de voir ces 2 équipes-là gagner les 4 prochains matchs, donc les matchs de mars, pour pouvoir se qualifier. Solange Pambo. Perspective pour moi, ce serait la traduction, enfin j'ai envie de dire, en acte, des résolutions qui ont découlé des assises du football organisées, je crois, en 2021 au Nomade. Il y a des choses importantes, intéressantes qui ont été compilées, consolidées. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place, malheureusement. On fait le constat qu'on avance à tâtons, qu'on a véritablement du mal à pouvoir traduire en acte ces résolutions-là qui ont été prises lors des assises du football. Mais vraiment que l'on passe de la parole aux actes pour pouvoir faire en sorte que notre football décolle et soit débarrassé de toutes les aspérités qui tendent à le tirer vers le bas. Gaëtan Koka. Oui, moi je vais être justement à la suite de M. Inengue, qui a évoqué l'équipe nationale dans le pan, l'équipe Agnon et l'équipe réserve. Simplement pour m'apaisantir sur le championnat national, qui est d'abord la première vitrine du football gabonais, qu'il y ait un meilleur financement pour une meilleure qualité de championnat, parce que le championnat national est le premier vivier et le vivier le plus important en termes de joueurs, de probables sélectionnables pour l'équipe nationale A et l'équipe secondaire. Merci à chacun de vous. On a bien compris les avis des uns et des autres, pourquoi pas les propositions pour que le football gabonais connaisse le lendemain meilleur. On va rentrer dans le vif du sujet pour appeler le tout premier sujet de cette émission, ménage à la Fédération gabonaise de football. Vous êtes tous au courant. Pour quel impact Pierre-Alain Monguengui, au sortir de sa détention, il a composé le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Ils sont nombreux qui ne sont peut-être pas satisfaits ou pas, mais le fait, il est là. Ménage à la Fédération gabonaise de football. Quel impact, messieurs? À vous la parole. Brice Inengue, Djibril Wanya. Je voulais d'abord... ça n'arrive pas souvent. Je crois que votre émission va faire date. Féliciter M. Pierre-Alain Monguengui, au-delà des vicissitudes et tout ce que l'on connaît comme péripéties. Féliciter pour son état d'esprit, parce que aussitôt qu'il est sorti de sa détention, il a aussitôt pris le train en marche et fait rouler les choses. Je crois que c'est à 1 semaine à peine de sa sortie il a parrainé le parrainage sur les abus sexuels. Les abus sexuels également, oui. Puis il a enchaîné avec le congrès. Et puis après, il a eu le courage de prendre certaines décisions. Bon, on ne va pas rentrer dans les choix, mais je crois que lui seul sait, avec tout ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, au-delà du fait qu'il est en train de boucler un 3e mandat à la tête de la FEGAFOOT, aussi quelqu'un qui a été dans les académies de football à plusieurs endroits. Donc normalement, lui, il connaît le football. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'homme qui l'accompagne? Est-ce que c'est lui? Si c'est lui, je crois qu'il a le temps de faire l'introspection puisqu'il a décidé de changer. Et si c'est les autres, c'est peut-être pourquoi ils changent. Brice Inengue, le vice-président de la Fédération gabonaise de football, le premier vice-président qui tenait des mallettes lorsque Pierre-Alain Monguengui était en détention, Mangolo, qui était, je n'ai pas envie de dire balayé, qui a été remplacé par un autre également, qui était 3e vice-président, qui est devenu le 2e vice-président, M. Faustin Mbunda. Est-ce qu'on peut dire que ces changements aujourd'hui reflètent un peu ce que Pierre-Alain veut injecter dans son 3e mandat? Surtout ce que les ligues et les clubs ont souhaité, parce qu'il faut le dire, Faustin est le plus proche de l'ensemble des ligues du pays. Et c'est d'ailleurs lui qui a quasiment bataillé pendant la campagne électorale à la Fédération gabonaise de football. C'était lui l'homme qui allait vers les clubs et qui faisait le boulot de ramener les gens vers cette élection-là. Je pense que dans cette réorganisation, il y a d'abord l'écoute. Parce qu'il y avait un certain nombre de griefs qui étaient lancés vers la fédération par rapport à un certain nombre de personnes. Il était important quand même que Monguengui, après avoir réfléchi largement, il était important qu'il montre qu'il avait compris
certains faits et qu'il était important qu'il écoute la majorité des responsables du football. Maintenant, Djibril venait de le dire, on ne va pas rentrer dans les choix qu'il fait parce que les choix il les fait de façon, à son appréciation. Mais je pense qu'il était important pour lui d'écouter ce qui lui avait été reproché au départ et de réorganiser le bureau en écartant ce que la majorité des acteurs de football avaient envie de ne plus voir à la tête de la Fédération gabonaise. Gaëtan Kouka, ce changement peut apporter quelque chose ou pas? Si nous prenons l'œuvre dans son ensemble, il y a beaucoup de griefs que nous pouvons faire et que les changements justement sont inhérents justement à la vision et aux besoins du moment. Mais en ce qui concerne l'impact, je ne vois pas présentement, déjà depuis hier, quels sont les impacts. Entendu que depuis plus de 6 ans, sinon 8 ans, la Coupe du Gabon ne se joue pas. Nous avons des problèmes de qualification des entraîneurs, notamment au niveau de la licence A professionnelle et la licence A CAP. Donc ça, ce sont des pans, nous, qui peuvent nous donner raison à M. Mungengui dans le changement de personne pour dire que c'est ça, justement, la matérialisation de tous ces pans-là. Solange Pambo, on a vu lors de l'incarcération de Pierre-Alain Mungengui, ça n'a bougé pas au niveau de la Fédération gabonaise de football. Est-ce qu'il a pris conscience de ça? Je crois que le président fédéral, Pierre-Alain Mungengui, a pris la mesure de la chose. Mes prédécesseurs sur le plateau l'ont aussi bien manifesté et exprimé. Il y a cette volonté affichée par le président fédéral, celle qui a pour objectif de pouvoir apporter des solutions pertinentes en termes d'urgence à régler pour faire en sorte que le management de la Fédération gabonaise de football découle sur une pratique du football efficiente dans notre pays. Donc il réagit en fonction du contexte, il réagit aussi parce qu'il s'est donné pour objectif de faire en sorte que son troisième et dernier mandat à la tête de la fédération, parce qu'il l'a bien dit, au sortir de l'élection du 16 avril dernier à Lambaréné, il avait rappelé que c'était sa dernière Olympiade à la tête de la Fédération gabonaise de football. Donc il a à cœur de sortir par la grande porte en laissant le monde du football gabonais dans une situation globalement importante, intéressante pour toutes les parties prenantes, pour tous les acteurs du monde du football. Je ne fais pas une fixation sur les hommes, même si chacun a son profil, chacun a son expérience, mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe qui entoure Pierre-Alain Mungengui est une équipe composée des gens qui sont suffisamment outillés, qui ont une expérience avérée et certaine dans le domaine du football dans notre pays, mais évidemment que je suis d'accord avec Gaëtan Kouka, quand il parle par exemple de la nécessité de relancer la Coupe du Gabon, c'est une compétition régalienne, républicaine même on a envie de dire. Donc il faut nécessairement que cette Coupe du Gabon-là revienne. Et puis évidemment le débat sur les licences, Djibril Wanya en sait quelque chose qui concerne évidemment ces licences-là, ces formations aux entraîneurs. On en a besoin, il est important qu'on ait des techniciens, des formateurs qui ont le profil, qui ont les outils aujourd'hui élaborés par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football pour que ces encadreurs-là puissent nous sortir les jeunes qui feront le Gabon de demain dans le domaine du football. Djibril Wanya, on a toujours, ils sont nombreux qui estiment que si Pierre-Alain n'a peut-être pas réussi à 100% ces 8 ans passés à la tête de la Fédération gabonaise de football, c'est son entourage. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, l'avis est mitigé. De prime abord, celui le responsable, donc il porte la responsabilité de tout ce qu'il y a eu comme erreur et comme tard en tant que premier responsable. Ça, ce sont des raccourcis pour moi. Je suis d'accord, mais permettez-moi. Il porte la responsabilité. Il va nous expliquer pourquoi ce sont des raccourcis. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'être responsable, c'est d'avoir appris de cette responsabilité. Je crois qu'il est sur la voie, pour ne pas dire que voilà, il a pris cette responsabilité. Parce qu'au-delà de mais je rappelle quand même que le COMEX n'a pas beaucoup changé. Hein. Je suis d'accord. C'est juste... je suis d'accord. Mais je vais prendre des exemples. C'est deux personnes seulement. C'est un réaménagement. Un réaménagement. Donc, les mêmes sont presque là. Il n'y a pas de réaménagement. Voilà. Il faut dire que sur le plan évolutif, il y a des facteurs, il y a des secteurs où Pierre-Alain Mungengui a plus ou moins bien managé.
Exemple. Quand vous regardez la communication de la Fédération gabonaise de football sur ces 5 dernières années, il y a eu un véritable pas en avant, il faut le reconnaître. Désormais, sur la toile, vous avez la capacité d'avoir des informations, les équipes voyagent, elles possèdent d'avoir des visuels, possèdent d'avoir des informations en temps réel. Ça, c'est à féliciter, bien faut sûr. le reconnaître. Sur le plan des rapports entre la Fédération gabonaise de football et la tutelle, on sort d'un fait d'armes où on aurait mis les mains sur la tête. Avec sa sagesse et incarcéré, je lui loue ce courage d'avoir engagé et financé la participation de l'équipe gabonaise de moins de 23 ans. C'est des aspects qui montrent qu'il y a quand même une volonté de vouloir bien faire les choses. Maintenant, c'est à lui de se débarrasser de ceux qui le tirent par le rabais. Mais sur ces faits, s'il y avait un baromètre, je crois qu'il est sur la pente ascendante depuis sa sortie et depuis les 6 derniers mois. Il faut le dire. Depuis qu'il a pris ses nouvelles, il a été réélu. Ses prises de décision sont sur la pente ascendante, pourvu que ça dure et pourvu qu'il tienne le cap. Parce que le problème de Pierre-Alain Mungengui ou des organisations au Gabon, c'est pas seulement la FEGAFOOT, hein, je vous rassure. Donc, on reste sur la question. Les gens ont toujours tendance à penser. Je crois qu'il se bat bien contre les fantômes pour l'instant. Maintenant, ça a toujours été l'entourage. Le problème, c'est qu'il faudrait que les collaborateurs qui mettent régulièrement en touche sur le plan du football se redéploient et prouvent qu'ils ont été mis à l'écart à tort. Ce qui n'est pas forcément le cas. Beaucoup sont sortis, n'ont pas fait des preuves et sont même quelquefois revenus. Je parle par exemple de la commission d'arbitrage, de la direction de l'arbitrage, vous savez de quoi je parle. Oui. Voilà. Bon. Et puis dans les c'est le retour de Jean-Bar Médou. On va citer le nom. Jean-Bar Médou, qui est conseiller. Non, mais non, il faut donner, c'est important. C'est important. Il ne faudrait pas que. C'est important. Il faut décider. Voilà. Qui était un colisté de Jérôme Effon. Voilà. C'est très important. Ce qu'il faut souligner. C'est une fédération. C'est un esprit d'ouverture. Merci. Je voudrais revenir avec. On va revenir avec vous. Brice Nengue, les anciens footballeurs sont frustrés du fait qu'ils ne sont pas associés à la gestion de la fédération, à la gestion de Pierre-Alain Mungengui. Ils sont nombreux. Michel Minko est là. Vous le savez. Oui. Non. Excusez-moi. Non, il a la parole. J'ai un argument qui va nous permettre. Non, il a la parole, monsieur Wanya. Il a la parole. Je te reviens. Je pense que c'est léger de dire que les anciens ne sont pas associés. Vous écoutez ça? Sauf si les anciens. Vous écoutez ça ou pas? Sauf si les anciens pensent que ceux qui sont là ne sont pas des anciens. C'est-à-dire que certains footballeurs ont déjà décidé qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'image que les autres ont. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Michel Minko n'est pas un ancien joueur, un ancien international. On ne peut pas dire aujourd'hui que Mibale n'est pas un inconnu dans le football. La sécurité de l'équipe nationale aujourd'hui, la sécurité des matchs aujourd'hui, la sécurité de tout ce qui est organisation aujourd'hui est géré par un ancien de football. Même si c'est fait, il est aujourd'hui officier CAF, mais c'est d'abord un ancien de l'équipe nationale. En fait, il y a un certain nombre d'anciens qui arrivent aujourd'hui dans l'appareil de la Fédération gabonaise de football. Mais ils ne sont pas tous dans l'appareil de l'équipe nationale. Vous avez le général Georges Bongo, vous avez le capitaine... Non, qui intervient, qui travaille avec la Fédération gabonaise de football. Voilà. Vous avez le Jean-Claude Douka, vous avez le capitaine Didi. Ils sont nombreux aujourd'hui, qui sont des anciens footballeurs gabonais, mais qui arrivent petit à petit à intégrer la section. Mais maintenant, après, il faut comprendre. Il n'est pas aujourd'hui possible pour la Fédération gabonaise d'aller chercher quelqu'un qui est en train de faire la pêche, par exemple, à Fougamou. Il faut rester dans le milieu du football et collaborer avec les instances pour pouvoir aujourd'hui être vu. Mais si vous décidez de rester dans votre coin en vous disant que par décret présidentiel, je vais revenir à la Fédération, ça ne se passera pas comme ça. La preuve, qui entretient aujourd'hui le stade de Bikele, un stade appartenant à la Fédération gabonaise de football, un ancien international. Qui était même manager à l'époque. Qui était même manager. Gaëtan Kouka, est-ce que... En tant qu'ancien. C'est vrai qu'il y a des générations également qui se plaignent, par exemple les générations de 2012. Mais le football n'a pas commencé en 2012. C'est souvent ça l'inconvénient que nous avons. Non, mais on vous fait pas des revendications des uns et des autres. Il faut qu'on les mélange. Fabrice de Marcolino appartient à quelle génération? Fabrice de Marcolino est de la génération 2012 que vous voulez. On va revenir. Vous avez d'autres personnes qui collaborent aujourd'hui de façon officielle avec le président de la FEGAFOOT. Gaëtan Kouka a la parole. Il a certainement beaucoup de choses. En tant qu'ancien footballeur. Oui, ce ne serait pas en une heure que je pourrais justement déballer tout le poids qui nous pèse, nous en tant qu'anciens sportifs. Simplement que le président fédéral a pris à côté de lui pour justement l'accompagner dans sa vision des personnes qu'il estimait
à même de pouvoir l'accompagner, d'accord, de par leurs aptitudes et de par d'abord le fait de partager la vision. Bon, maintenant, après, lorsque les anciens footballeurs se plaignent, c'est peut-être parce que derrière le fait d'accompagner le président qui est élu sur la base d'un mandat, et ces anciens footballeurs n'intègrent pas justement les préoccupations premières des groupes de footballeurs, notamment les entraîneurs, les autres associations de footballeurs. Parce que vous voyez, entre la vision du président et la vision des footballeurs, il y a peut-être deux mondes. Et à partir de ce moment, ceux qui sont intégrés devraient faire en sorte que les footballeurs aient une place un peu plus importante en fonction justement de la capacité du président à pouvoir nous l'accorder. Dans le cas contraire, ça peut poser le problème justement de débat à ce niveau. Solange Pambo, est-ce qu'il n'est-il pas nécessaire aujourd'hui que Pierre-Alain Monguengue, vu que c'est peut-être son dernier mandat, il a dit c'est son dernier mandat, qu'il essaie d'appeler, d'apaiser en appelant pour fédérer l'ensemble du football? Pierre-Alain Monguengue, je crois que est un homme, nous le connaissons tous, est un homme qui a un esprit d'ouverture, qui n'est pas du tout recroquevillé sur lui-même, qui a toujours fait en sorte que toutes les parties prenantes dans l'organisation du football au Gabon participent justement à la gestion du sport roi dans notre pays. Et je pense que toutes les grandes familles qui composent le football chez nous sont suffisamment représentées au sein de la Fédération gabonaise de football. Après, même en France aujourd'hui, vous le savez, il y a un débat au sujet de Didier Deschamps. Doit-il rester ou pas rester? Aujourd'hui, il y a deux noms qui s'affrontent, c'est Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Il y a des anciens coéquipiers qui estiment que Deschamps, comme Christophe Dugarry, qui estiment que Zidane doit venir prendre la place de... Donc, on ne peut pas faire l'unanimité autour de ces choses-là. Dugarry était un ami d'enfance de Zidane. Mais voilà, donc on ne peut pas faire l'unanimité autour de ces choses-là. Brice l'a si bien dit, Djibril aussi. Les anciens footballeurs sont très bien représentés. Michel Minko est l'un des plus grands avant-centres que le Gabon ait eu. C'est clair. C'est un monsieur. Alfred Mebale est l'un des plus grands défenseurs de l'équipe nationale de notre pays. Donc, ce sont des gens qui ont vécu. C'est des gens qui ont vécu. Je voudrais quand même apporter une nuance à ce niveau, monsieur Pambo. Nous ne jugeons pas ici la capacité de l'ancien footballeur. Nous jugeons la capacité plutôt de l'ancien footballeur, justement, à pouvoir mener à bien des préoccupations qui n'ont plus rien à voir avec la partie technique. Nous sommes ici, on va dire, à 99%. Mais Michel Minko a fait ses preuves. Michel Minko a fait ses preuves dans ancien footballeur, ancien entraîneur. Mais voilà, séparé. Nous ne nous battons pas pour autant. Non, mais les idées, quoi. Je vous en prie. C'est séparé. Allez-y, Djibril. Non, je voulais qu'on soit lucide. Qu'on soit lucide avant de jeter la pierre sur Pierre-Alain Monguengue, qui lui a la responsabilité en tant que responsable de la fêtière, mais commençons à nettoyer nos maisons. Est-ce que les associations de footballeurs inspirent la quiétude? On ne parle pas en termes d'association, on parle en termes d'individus. Fédération d'associations, parmi lesquelles celles des footballeurs et des autres corporations. Vous comprenez? Ne demandons pas à l'autre ce que nous ne sommes pas capables de faire pour nous d'abord. Je m'explique. C'est en étant solidaire, en étant sur le terrain et en ayant des bons projets pour le footballeur, sans polémique, sans impolitesse, sans discrétion, qu'on vous donnera le respect. Vous comprenez? Moi, j'ai travaillé dans l'AFG. Je travaillais en tant que communicateur, je les ai accompagnés. Et l'AFG, je le dis, et beaucoup le savent, je le fais gracieusement. Des fois, je refusais même le taxi. Pourquoi? Parce que je me sens concerné par la mémoire de ces gens-là. Je me dis que leur apporter ma contribution, se reconnaître ce qu'ils ont fait pour le pays. Mais je vous dis, on parle de la prestation de U23, mais c'est Alfred Mebale qui a été à la baguette, qui a un capital expérience. Il gère quand même des dossiers sensibles dans l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est une entreprise de haut vol au Gabon. Donc, ne parlons pas des choses que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez, ça c'est sur le plan, effectivement. Il est président de commission chargée des équipes nationales. Et à l'absence du président, il a appliqué les consignes et ça a payé. Commençons par là. Après, chaque corporation doit pouvoir faire ses preuves. Je ne peux pas... En fonction des responsabilités qu'on vous donne, votre organisation et la volonté de servir. Tout ce qu'on reproche à Pierre-Alain vis-à-vis des anciens footballeurs, c'est ce qu'on va rapprocher au niveau des arbitres, même au niveau des entraîneurs. C'est la même chose, parce que nous avons des comportements de fois qui frisent
a beaucoup d'interrogations. Parce que diriger une instance, Pierre-Alain n'a pas été nommé. Il a été élu. On gère un mandat avec les gens avec qui on a confiance, qu'ils soient footballeurs ou pas. Mais cela n'exclut pas, cela n'exclut pas, M. Wanya, cela n'exclut pas de faire appel à l'expérience. Je sors par là, nous sommes les Africains. L'un des plus grands managers du football africain, c'est M. Issa Hayatou. En matière de réseau, en matière de développement, en matière de machin. Quelle est son expérience en tant que footballeur? On va glisser petit à petit dans le dos. On dit que le footballeur, c'est légitime. Non, pas du tout. Non, pas forcément. Pas du tout. Monsieur Wanya, par ailleurs. C'est légitime. Mais il faut vraiment un faux débat. Je partage cet avis. Des arguments pour faire parler cette volonté. Non, monsieur Wanya, on parle de la frustration. On parle de la frustration qu'il y a au sein des anciens footballeurs, au sein des arbitres. Est-ce que Pierre-Alain peut faire rassembler Vous voyez, monsieur Wanya, je ne peux pas vous laisser dire ça comme ça. Non, non, du tout. On peut être de la même famille, avoir des opinions, des avis divergents. D'accord? Lorsque vous parlez des associations, que la fédération est un regroupement d'associations, mais effectivement, il y a une association de footballeurs, il y a une association des amis. Pourquoi alors la fédération ne prend pas telle à tâche avec ces associations pour dire, voilà quels sont mes besoins, qui pensez-vous? À partir de ce moment, on examine. Et sur la base de l'examen, on peut dire que nous, en fonction des besoins, nous ne reconnaissons pas. Or, ici, on saute les associations pour toucher directement les individus. Gaëtan, je m'inscris en faux. Mais attendez, le président de l'association, je répondais à un débat qui est circonscrit. Je vais donner un exemple. Non, je répondais à un débat qui est circonscrit par M. Wanya. D'accord, je n'ai pas que c'était pour le cas. Je réponds spécifiquement à la préoccupation de M. Wanya pour dire ce n'est pas une question d'association. Je l'ai dit dans mon propos qu'il n'est pas question ici d'être ancien footballeur ou pas. C'est la capacité managériale à pouvoir accompagner quelqu'un dans le développement d'une vision. C'est de ça dont il est question. Donc, qui ancien footballeur, qui n'est pas ancien footballeur, si M. Mungengi estime que tel footballeur a la capacité pour m'accompagner en fonction de ses aptitudes qui n'ont rien à voir avec les qualités techniques, mais plutôt les qualités cognitives, il choisit qui il veut. C'est de ça dont il est question. J'ai deux exemples pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'il s'agissait de nommer un intendant chez les U17, chez les U20, il y a quelques années, la dernière promotion de U20 qui a joué les éliminatoires d'ailleurs, la Fédération gabonaise de football a écrit à l'une des associations de footballeurs pour demander d'envoyer un de leurs représentants qui avait des notions en gestion pour être intendant de l'équipe de U20. Ça a été fait et le nom, l'intendant de l'époque venait des rangs des anciens footballeurs. Sur leur proposition. Leur proposition. Même si après la brouille, comme d'habitude c'est leur spécialité, une brouille en interne a fait que tout est allé en queue de poisson. Ce n'est pas la panel des associations de footballeurs, monsieur. Au sein de la fédération, on peut vous dire les contradictions qu'il y a eu même au niveau du commerce. On va glisser rapidement. Je vais terminer par là. Lorsqu'il s'agissait de faire le choix du sélectionneur national, la fédération a écrit aux deux associations de footballeurs en leur demandant d'envoyer des représentants. Une seule a pris part, la deuxième a dit nous n'avons pas la compétence, a répondu à la fédération, nous n'avons pas la compétence pour venir vous donner notre expertise pour choisir un sélectionneur. Donc, il y a des contacts, il y a des choses qui se font. La fédération demande toujours, mais si après, les autres derrière ne veulent pas, on ne peut pas leur forcer en main. Dernière question pour boucler ce sujet. Qui reste très ouvert. Peut-être qu'on pourrait revenir très prochainement. Est-ce que vous pensez que les 3 dernières années qui restent à Pierre-Alain Mungengi, le football peut décoller? Il peut mettre de l'eau dans le vin pour associer l'ensemble des personnes, des forces vives du football, pour l'accompagner. À condition que chacun joue sa partition à merveille. Djibril Wanya l'a assez bien dit, et on est tous d'accord pour le reconnaître qu'effectivement c'est la réalité. Pierre-Alain Mungengi a donné des gages, la volonté de faire en sorte que le football gabonais se remette en ordre de marche au travers les différentes actions qu'il mène, ce sens de l'ouverture, les échanges permanents qu'il a avec les différentes parties, les différents partenaires qui prennent part justement à l'organisation du football. Mais même si Pierre-Alain est à la tête de l'instance fêtière, qui est l'organe technique qui gère le football, mais la pratique, le développement du sport, du football dans notre pays ne repose pas exclusivement sur la Fédération gabonaise de football. Il y a le partenaire étatique par le truchement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il y a les moyens de l'État qui doivent être mis à disposition pour soutenir un ensemble d'activités ou d'actions. Donc c'est une
question qui va au-delà de la seule fédération gabonaise de football. Rapidement, c'est pas pour répondre à Gaëtan. Non. C'est pas pour répondre à Gaëtan. Non, répondre à la question. Je suis tout aise, monsieur. Pour prendre un de ses arguments, il parlait de démarrage du championnat pour pouvoir appuyer les équipes. Mais en fait, la fédération gabonaise de football ne gère pas le championnat. On est garant du football. Garant du football. Le football ne gère pas le championnat. On a 8 semaines aujourd'hui avant que les U23 ne rentrent en compétition. Notre équipe de U23 est en compétition locale. Essentiellement locale. Alors, si plus on traîne dans la préparation de cette équipe... On va revenir, on a le championnat, on va évoquer cette question. Et malheureusement, ça va retomber sur la fédération, alors qu'en amont, il y a l'État qui n'a pas mis tout en œuvre pour que le championnat reprenne normalement. Oui, Pierre-Alain Mungengi est certainement dans la grosse repentance et surtout la mise en marche du football gabonais en fonction effectivement que les acteurs restent solidaires et regardent l'objectif. Parce que ce que je crains, c'est qu'ils puissent effectivement avancer à grands pas et qu'au soir de son départ, qu'on arrive aux guerres de succession. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Pour ressembler à un prophète. Il n'y aura pas de guerre de succession. Les bonnes volontés, ceux qui voudront être candidats pourront postuler pour briguer... Je n'ai pas dit pas de candidature, je dis voilà. de succession. Gaëtan Kouka, sur la capacité de Pierre-Alain Mungengi sur les dernières années à fédérer, à mener tout le monde à conjuguer vers la même direction pour l'accompagner vers une très bonne porte de sortie. Depuis sa sortie de sa détention, M. Mungengi montre à la face nationale et internationale justement des signaux positifs pour dire qu'il est dans le consensus, donc ce que vous avez appelé l'ouverture, pour pouvoir justement intégrer encore une fois les personnes qui selon lui sont aptes à pouvoir l'accompagner dans le développement global du football. Merci beaucoup. On va glisser vers le deuxième sujet de cette émission. On va parler du championnat national de football de première division. Vous le savez, le national foot, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le titre que nous avons, que Berlek Lekoba, bien sûr, le responsable de l'équipe éditoriale a choisi nous proposer. Alors, on a toujours débattu sur cette question des financements du national foot. On a l'impression que les années se suivent et se ressemblent. Qui se jette? Je crois que les années se suivent et se ressemblent parce que non seulement les acteurs gardent la même philosophie, ça c'est mon point de vue, et les principaux acteurs sont les clubs, l'organisateur et le principal pourvoyeur de fonds ou celui qui est censé créer les mécanismes, ouvrir les mécanismes de financement des clubs. J'entends par là les clubs, donc les responsables des clubs, l'organisateur, la Ligue nationale de football, qui est désormais, ou alors c'est pas si c'est toujours professionnel ou pas, c'est la Ligue nationale de football. Et puis le principal pourvoyeur de fonds qui s'est engagé à le faire, c'est l'État gabonais par le truchement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je crois que ce n'est qu'à cause de ces trois acteurs, ou la divergence d'opinion, ou la non-information, ou le manque de volonté entre ces trois acteurs qu'on doit définir, puisqu'on est sur le débat, qui devrait nous permettre effectivement de voir clair. Est-ce que l'État a arrêté de financer le football gabonais? Qu'ils nous disent clairement, puisqu'ils sont sur un chantier de 2 ans. Donc, mais vous, au regard de cet tâtonnement, l'État doit-il continuer ou pas? Non, mais le problème c'est que la législation gabonaise ne permet pas au club de pouvoir s'autofinancer. Comment un club, par exemple actuellement, là, si l'État ne finançait pas, peut se déplacer sur le championnat gabonais? Comment Bongidi l'ose au fond pour se déplacer pour venir jouer à Libreville dans de bonnes conditions si l'État n'intervient pas? C'est l'État, la route, c'est l'État qui fait. Il n'y a pas de route entre Lastrouville et Libreville. L'autre, c'est Bouziers, c'est l'État qui doit faire. Il n'y a pas de transgabonais. Oui, là, c'est là où vient la responsabilité de l'État. Et c'est pourquoi beaucoup disent qu'il ne faudrait pas que l'État se désengage totalement. Parce qu'il y a des situations de ce genre qui vont se poser, même quand il y aura l'autofinancement. L'État sera obligé d'intervenir parce que le championnat national est un championnat régalien, il appartient d'abord à la République. Brice Inenge, avant de revenir à vous, juste rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de poser des questions à l'ensemble de nos consultants. Brice Inenge, Djibril Wanyas, Lange Pambo et Gaëtan Kouka. On fera le plaisir de faire le relais par le canal de numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Brice Inenge, l'État doit-il toujours continuer à financer le football? Puisqu'on regarde, quand on regarde, on a l'impression que ça ne passe pas sur le plan financier. Financer le football, c'est pour moi une catastrophe. L'État nous l'a démontré depuis quelques années, depuis qu'on s'est décrété professionnel.
on connaît les mêmes problèmes. Et d'ailleurs, même l'année dernière, on en a parlé à chaque émission ici, malgré que les matchs se jouaient, les clubs vivaient dans des conditions extrêmement difficiles parce que l'argent de l'État arrive toujours à compte-gouttes. Et parfois, on n'arrive même pas. Vous savez, l'État a d'autres priorités. Et la priorité de l'État n'est pas seulement de gérer le football. Et dès que l'État est en difficulté, si vous voulez asseoir un modèle économique sur l'apport de l'État, dès que l'État a des priorités, l'argent va d'abord à ces priorités-là. Malheureusement, l'État oublie la promesse faite qu'il y a 2 milliards à envoyer dans le football pour permettre au club d'avancer. C'est une responsabilité qui est collective, celle des clubs, parce qu'ils ne font pas d'efforts. Ils ont décidé de croiser les mains toute la vie en se disant tant que l'argent peut venir, tant que l'entonnoir est ouvert, la pluie va continuer à tomber, donc l'eau va arriver jusqu'à nous. Mais une fois l'entonnoir, la pluie s'arrête, l'entonnoir n'a plus rien à envoyer vers le bas. Et c'est ça le problème. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Parce qu'aujourd'hui, les clubs ne sont pas structurés, refusent de se structurer, et l'État, qui est déjà endetté, continue à faire des promesses qu'il sait ne pas pouvoir tenir. Oui, une responsabilité collective à 2 ou 3 niveaux. D'abord, l'État qui est le principal pourvoyeur de moyens. Ensuite, la Ligue nationale de football professionnel et justement la structuration des clubs. Bien, moi je pense que le premier tort de l'État, et on va accuser l'État avec beaucoup de fermeté, et d'avoir permis justement à ces clubs, donc des présidents de clubs qui n'ont pas une surface financière suffisamment importante, de pouvoir avoir des clubs pour participer à un championnat d'élite. C'est un championnat national qui a des exigences financières extrêmement contraignantes. Oui. Donc le fait d'avoir admis ça, c'est déjà ça la faute de l'État. La deuxième faute de l'État, justement, c'est d'être justement à la fois l'État et entrepreneur. Je m'explique. Le rôle de l'État ici est justement l'allègement, comme disait M. Nwanya, l'allègement justement sur le plan fiscal, donc l'exonération de certaines taxes au niveau des entreprises pour pouvoir justement préfinancer le football. Et ça rentre dans le cadre de ceux qui y sont allés faire aux assises, donc notamment comment ils ont qualifié ça. Djibril Wanya, si c'est ça la solution, pourquoi ne pas mettre cela en pratique? Qu'est-ce qui coince? Simplement parce que ici, nous nous rendons compte que nous sommes plus dans la projection, donc la volonté des hommes et non la volonté des... Ensuite, quand vous regardez bien, en l'État, vous avez 14 clubs actuellement qui prennent part au championnat national, d'accord? Des 14 clubs, vous avez Manga Sport qui est sponsorisé par la Comilog, Missile par l'armée, Vautour par la police et Mandji par la mairie. Lorsque vous enlevez ces 4 clubs, qui peuvent en l'état poursuivre du fait justement d'avoir des sponsors, tous les autres clubs appartiennent à des individus. Donc c'est l'absolue majorité. À partir de ce moment, ils font comme une espèce de bloc. Lorsqu'ils veulent bloquer le championnat, comme c'est le cas, ils disent on bloque le championnat, simplement parce que l'État n'a pas des moyens, des mécanismes de pression sur ces gens. Donc l'État devait d'abord revoir la structuration du club pour participer justement au championnat d'élite. Solange Pambo, le résumé de tout ce tâtonnement, c'est les joueurs qui en souffrent. Oui, ce sont les acteurs. Ce sont les principaux acteurs, évidemment, qui paient leur tribut, les footballeurs. C'est une situation fort dommageable pour notre football, parce qu'il n'y a pas que le football de club qui en pâtit, le football de sélection également, puisque nous sommes tous d'accord autour de la table de reconnaître que le fait qu'on ait un championnat national qui se déroule en dents de scie ne permet pas au sélectionneur national de pouvoir à chaque fois puiser là-dedans des joueurs qui pourraient intégrer l'équipe nationale, fait qu'on est dépendant de nos jeunes qui évoluent hors du Gabon et dont la plupart d'ailleurs évoluent dans des championnats de seconde zone. Quand on est obligé de prendre un garçon qui joue en 4e ou 5e division et en faire... Voilà, oui, des championnats, mais bien sûr, des championnats qui sont à la périphérie ou qui sont dans des championnats exotiques. Vous voyez qu'on a atteint le fond. On est d'accord, c'est bien, on n'a pas le choix, il faut renforcer l'équipe nationale. Mais Gaëtan Kouka est là. Dans les années 80, il a été international, Gaëtan Kouka. Dans les années 80, je ne connais pas... Vous aimez toujours prendre oui, cet exemple, mais c'est important parce que dans les années 80... C'est le symbole sur le plateau. Moi, quand j'étais à l'école primaire, dans les années 80, on avait 2 footballeurs professionnels, Régis Manon et Obamdiaya. Les autres jouaient localement, dans un bon championnat. On n'avait pas de joueurs qu'on allait prendre en 5e division en France. Il était d'ailleurs le meilleur des années 80 à 90, c'était le meilleur championnat d'Afrique centrale. Voilà. Donc, on veut à la fois
l'État peut financer ce championnat. C'est ça le problème, Rodri Bekele. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs. On veut être champion d'Afrique parce qu'on pense que remporter la CAN, c'est peut-être un décret qu'on prend pour être champion d'Afrique. On veut être champion d'Afrique. On va en Coupe du Monde. Oui. On va aller avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Mais on ne fait... enfin, je ne vais pas dire qu'on ne fait rien, non, mais on fait, j'ai l'impression qu'on a du mal à mettre... Rapidement. On ne fait pas grand-chose pour faire en sorte justement qu'on puisse être champion d'Afrique, médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est un problème. C'est la cause un problème au niveau des sélections nationales. Mais il a dit... Évidemment que les sélectionneurs ne peuvent pas travailler. Vous imaginez que Saturnin aujourd'hui n'a pas un calendrier de travail. Il ne sait pas vers quoi il tend parce qu'il ne peut même pas regrouper une équipe. Parce qu'il n'a pas une visibilité même là où il travaille. Regardez un peu ce qui se passe au championnat. Vous avez un match le 27. Vous préparez, parce que c'était prévu que le championnat devait reprendre, on devait avoir des matchs le 27. Oui, mardi, le 27, après la finale de la Coupe du Monde. Vous préparez une équipe jusqu'au 25. C'est le 26 que la LINAF vous envoie un courrier pour vous dire nous avons rencontré le ministre, le championnat est décalé à la première semaine de janvier, au 7 janvier. La journée de 27 est supposée être maintenue, mais une journée qui sera considérée comme journée en retard. Pour le club qui s'est préparé pendant 2 semaines à se dire que le 27, je vais avoir un match, cette cassure, vous savez ce que ça peut entraîner sur le psychique des joueurs? Parce qu'après, les joueurs se trouvent en difficulté. Vous cassez brutalement. C'est physiologique même, c'est dangereux. Vous cassez brutalement et le staff ne sait même pas quoi faire de ces joueurs parce que vous ne savez même plus aujourd'hui quand il reprend. Et il y a des staffs aujourd'hui qui ne travaillent plus puisqu'ils n'ont pas de visibilité sur les dates exactes de reprise du championnat. Et c'est la même chose pour les équipes aujourd'hui, l'équipe nationale. Saturnin, Ibela n'a pas matière à travailler parce que pour qu'il recrute, pour qu'il sélectionne les meilleurs joueurs, il faut qu'il y ait un championnat. Merci beaucoup. Merci. Nous osons croire ou espérer que le championnat national de football de première division puisse démarrer pour permettre à ce que les U23, pourquoi pas aussi à Neveu, de puiser par là pour avoir des joueurs qui jouent sur le plan local, puisqu'on le dit, on l'a toujours témoigné, que notre championnat a toujours été représenté en équipe nationale. Et lorsque les joueurs locaux sont en équipe nationale se porte en main vraiment bien. On va aborder le dernier sujet de cette émission avant de rubriques. Coupe du Monde, quelle satisfaction pour les équipes africaines. On ne va pas mettre du temps là-dessus. Vous avez vu la prestation de nos équipes africaines. C'est vrai que les Camerounais ont dit le continent. Comment avez-vous jugé cette participation de nos équipes africaines? Et lorsqu'on sait que la FIFA a décidé de passer à 9 pour le Gabon. Non, moi je tire 2 enseignements. La prestation du Maroc nous ramène nous à réfléchir et à comprendre que c'est parce que le Maroc a réorganisé son football interne. C'est parce que le Maroc brille par Barkhane et le Raja et le Wydad de Casablanca. Vous faites allusion au championnat, je crois. Oui, je sais. Très bien. Non, c'était juste une... Et les infrastructures aussi. On est sur le même bord. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais juste me rassurer, M. Waya. C'est parce qu'effectivement, il y a eu cette volonté de la fédération marocaine de vouloir faire repartir sur les nouvelles bases en créant l'école Mohamed VI. Conséquence, l'équipe qui fait les demi-finales à 4 ou 6 joueurs. Et personne ne peut miser sur le Maroc. Cette école, et que c'est une équipe qui s'est dit que comme désormais la performance en Afrique, par le Wydad qui était champion d'Afrique, c'est un Africain, donc Regragui, ils ont pris le même entraîneur, avec ces mêmes valeurs, ils l'ont mis en équipe nationale, et ils sont arrivés en demi-finale, ils auraient même fait plus, je crois qu'ils étaient émoussés psychologiquement déjà, sinon sur le plan de l'élaboration du jeu, ça faisait longtemps que j'avais vu une équipe africaine jouer aussi tactiquement bien en Coupe du Monde. Souvent c'est brouillon. Mais là, sur le plan du jeu, tu regardes, tu sens que c'était schéma tactique collectif. Brice Nengue, à quel niveau il y a eu de la satisfaction? Est-ce qu'on doit souvent se satisfaire d'arriver en demi-finale, en quart de finale, lorsqu'on sait que les mêmes joueurs africains jouent dans les mêmes clubs? Non, est-ce qu'on doit être heureux? Il ne s'agit pas d'arriver en demi-finale. Il s'agit de regarder le parcours. Le Maroc a mis au tapis les grandes nations de football. C'est-à-dire que avec la manière. Avec la manière. Les nations qui sont considérées comme étant les meilleures aujourd'hui que le Maroc a affronté, le Maroc a mis au tapis tout le monde. Ça, c'est d'abord l'enseignement qu'on peut tirer. L'enseignement, surtout de savoir qu'aujourd'hui, on peut regarder les autres dans les yeux et dire on peut battre tout le monde et avancer. Le problème, c'est que nos équipes ont tendance à vouloir respecter les adversaires toujours.
On arrive en se disant, c'est une grande nation de football, donc je vais jouer peut-être avec le franc à main, ou bien je vais défendre pour arriver demain. Peut-être s'il y a une occasion, je marque un but et puis je continue à défendre. Le Maroc n'est pas parti pour uniquement se dire qu'on va subir le jeu. Ils sont partis proposer ce qu'ils avaient à proposer, avec leurs insuffisances, avec leurs difficultés, mais ils avaient des choses à proposer et ils ont proposé au monde. Gaëtan Kouka, la FIFA décide d'augmenter le nombre de participants des équipes africaines. Satisfaction. Pour tout le monde, c'est pas seulement de l'Afrique. Tout le monde a son quota. On se focalise. On est parmi ceux qui ont le plus gros quota. Voilà, on se focalise aux équipes africaines, de 5 à 9. On peut croire, on peut croiser les doigts? Oui, pour le Gabon et pour l'Afrique, oui, c'est une bonne chose. Mais je voudrais quand même revenir, si vous me permettez. Rapidement. Il vous souviendra que lors de notre dernière émission, justement la veille de la Coupe du Monde, j'avais pronostiqué des 5 représentants de l'Afrique en Coupe du Monde, qu'il y aurait le Maroc, le Sénégal et le Cameroun qui ferait une bonne figure. Monsieur Pambo, vous en souvenez. Et j'avais dit pourquoi le Maroc. Le Maroc a une fédération qui est forte, qui a un championnat qui est fort, qui a plus de 8000 athlètes qui pratiquent le football. Donc il y a un vivier qui est puissant. Toutes ces notions ou tous ces commentaires, je les avais évoqués. Donc, le résultat aujourd'hui du Cameroun, du Maroc, n'est que la résultante, justement, de la projection, de la vision qui est mise en place par la fédération via le ministère. Vous voyez? Or, ici, nous sommes dans la configuration du Gabon. Permettez qu'on revienne toujours sur le Gabon parce que nous sommes d'abord des patriotes, d'accord? Pour dire que le Gabon ou le Gabonais a cette particularité d'aller à un bal et de chercher sa femme le jour du bal. Vous voyez, c'est une image. Et tant qu'on va fonctionner comme ça, on ne pourra jamais avancer. Déjà, elle a dit qu'on sera en Coupe du Monde. On va marquer une pause avec la première rubrique de cette émission, Regard croisé. Slange Pambo, on commence avec vous. Vous avez dit oui et Gaëtan Kouka a dit non. Faut-il désormais faire confiance aux sélectionneurs? Gaëtan Kouka, vous avez dit oui. J'ai dit oui. Pourquoi? Oui, parce que le Maroc vient de faire la... Non, d'abord parce que vous voyez, faisons d'abord la genèse. Vous voyez, le premier représentant de l'Afrique en Coupe du Monde est l'Égypte. Cette première participation date de 1934. De 1934 en 2022, vous avez 84 ans. En 84 ans, vous avez eu 99,99% d'entraîneurs expatriés, pour ne pas dire non africains, qui ont toujours été assis à ces bancs de touche. Faisons le bilan. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 5 équipes qui ont représenté le continent africain ont eu des entraîneurs africains pour une prestation tout à fait honorable. Je dis, les sélections, donc les ministères, les fédérations doivent faire beaucoup plus confiance aux sélectionneurs, donc aux techniciens nationaux pour pouvoir justement leur donner plus de crédibilité et plus de visibilité. Slange Pambo, faut-il désormais faire confiance aux sélectionneurs africains? Vous avez dit non. Pourquoi? Non, je dis non. Je dis non pour la simple bonne raison que, en fait, mon propos, je ne vais pas le circonscrire aux entraîneurs en tant que tels, mais plutôt à la politique du développement du football qui est élaboré par les différents pays. En fait, je pense que c'est un processus et l'entraîneur ou le sélectionneur est la partie visible de celui qui doit tirer la sélection vers le haut. Oui. Or, lui, il est un maillon dans la chaîne. Donc, il faut évidemment un ensemble d'éléments mis les uns à la suite des autres pour que le travail du sélectionneur soit un travail efficient et abouti. Donc, la formation, les équipements, les infrastructures, il faut tout ça pour qu'on ait des sélectionneurs qui soient au niveau des autres et qui peuvent effectivement faire en sorte que nos équipes nationales ne fassent pas pâle figure lors de la Coupe du Monde de football. Avant la dernière rubrique de cette émission, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes toujours en mesure de poser toutes vos questions à l'ensemble de nos consultants au contact qui s'affiche au bas de l'écran. Djibril Wanya, qui vous a convaincu des deux? Mais c'est moi, forcément. Personne. Rapidement, qui vous a convaincu des deux? Je dirais que je partage les avis de chacun d'eux. Qui vous a convaincu des deux? Mais non, il a dit... Non, qui vous a convaincu? Il faut faire le choix. Qui vous a convaincu rapidement? En fait, on ne peut pas... Non. Qui vous a convaincu des deux? Je dis, je partage 50%. Non, qui vous a convaincu des deux? Mais c'est décalé. Les deux. C'est-à-dire que les deux vous ont convaincu. Alors, la dernière rubrique de cette émission, les questions d'internautes.
question nous vient de Koulamoutou, c'est Luc Martial Mbina pose la question à Brice Nengue. Quels sont pour vous les éléments clés de la réussite des 8 ans passés à la tête de la Fédération gabonaise de football de Pierre-Alain Mungengue? Écoutez, je ne peux pas faire le bilan. Je rappelle que c'est Luc Martial Mbina de Koulamoutou. Mon frère Luc Martial, je ne peux pas faire le bilan du président fédéral. Il l'a si bien fait lui-même déjà sur les antennes de Télé Africa à la veille des élections. Donc il a tout dit. Mais moi je pense qu'il y a un point sur lequel on a suffisamment avancé, c'est un peu le point des infras. Sur le plan infrastructurel, on a quand même pas mal avancé, notamment avec la construction des ligues. Oui. Il y en a 5 en construction sur les 9 ligues, 5 qui ont démarré. Il y a 4 qu'on attend les titres fonciers qui tardent encore à venir. Je pense que c'est un pas en avant, puisque ces ligues qui étaient des ligues fantômes aujourd'hui, dans quelques années, peut-être dans un futur très proche, on saura où les localiser. Il y a un autre point sur lequel on est quand même assez avancé aujourd'hui, c'est qu'on connaît d'avance quels sont les sélectionneurs des équipes des jeunes chez nous. Ouais. Ça nous permet aujourd'hui de savoir, ça permet à un sélectionneur de pouvoir travailler en toute quiétude en sachant qu'il a le temps de travailler. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Avant, on nous nommait un sélectionneur à 1 semaine de la compétition. Gaëtan l'a bien dit, le bal, on attendait le bal pour pouvoir chercher sa partenaire. Djibril Wanya, nous avons Sébastien Mavungu de Port-Gentil qui vous pose la question de savoir, depuis Port-Gentil, qu'est-ce qui peut justifier la difficulté aujourd'hui des clubs à trouver des partenaires? Je veux d'abord saluer mes amis de Port-Gentil, oui, qui sont actuellement à la ville du football gabonais. Féliciter les clubs de Port-Gentil qui effectivement tiennent ce flambeau. Maintenant, par rapport à la question, justement, Port-Gentil était un exemple. Il y a une équipe qui est assise derrière une communauté, une localité, qui finance l'équipe de la localité. Ce qui pourrait être le cas pour le CS Benjé, si effectivement il se rapproche du conseil départemental, parce que c'est 2 collectivités très nanties. Maintenant, il y a 2 types d'équipes de football. Il y a ceux qui sont sponsorisés par une organisation, soit une entreprise, soit des activités para-étatiques. Et il y a l'équipe à base communautaire. C'est elle qui pose problème. Parce qu'on nous fait parler de communauté, mais en réalité, c'est les équipes qui appartiennent à des individus. Où la communauté, de fois, n'a pas les mécanismes d'implication. Il va falloir que les responsables de ces équipes-là donnent ou ouvrent une partie de l'équipe à la communauté pour le financement, pour mettre en place ces mécanismes de développement marketing de l'équipe à travers le bassin humain, le bassin relationnel, le bassin politique et le bassin des cadres, pour que tous ces attributs contribuent au financement des activités de l'équipe. Il n'y a que par là qu'on peut sortir. Si pour les équipes, effectivement, à base communautaire, parce que j'ai été au Gabon, il n'y a que 2 types d'équipes. Équipes à base entreprise ou collectivité locale, et les équipes à base communautaire comme l'USB. Mais je parle de l'USB parce que je ne fais pas du chauvinisme, je suis régulièrement là-bas, je crois qu'ils sont sur le chemin. Merci parce que quand vous regardez le financement de l'USB, il y a désormais des entités qui constituent à plus de 15 millions de francs. On va prendre d'autres questions. Solange Pambo, cette question vous est adressée. Bien sûr, vous avez parlé de l'USB, parlé d'Ibitam, il est d'Ibitam. Il s'appelle Obam Ngema. Monsieur Solange Pambo, je vous écris depuis Ibitam. Aujourd'hui, la FIFA a augmenté le nombre d'équipes à 9 pour la prochaine Coupe du Monde de football. Quelles sont les chances de notre équipe nationale, les Panthères? D'abord, on s'est satisfait du fait qu'il y a eu cette augmentation qui elle-même découle de l'augmentation du nombre de pays qui vont participer à la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu en 2026. Voilà, dans 3 pays différents. Dans 3 pays, Mexique, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Le Gabon est dans les 8 meilleures équipes africaines. Donc, je pense que si tous les moyens sont mis à disposition, s'il y a une bonne préparation, s'il y a un championnat qui se joue de façon régulière, je pense que le Gabon peut espérer être aux États-Unis ou au Mexique en 2026 en Coupe du Monde. C'est possible parce qu'on a des joueurs de qualité. Il faut simplement mettre en place les conditions qui vont permettre justement vont rendre possible cette qualification-là. Il faut que ce soit un objectif en fait. Il ne faut pas qu'on attende en 2024 pour le faire. C'est maintenant qu'il faut mettre tout ça en place et faire de cette qualification pour notre pays historique en Coupe du Monde 2026 un objectif à atteindre, une priorité. Gaëtan Kouka, Guy Sosten nous écrit depuis Nzayon, il dit ceci: lors du discours à la nation du chef de l'État, n'a pas évoqué les questions de sport. Est-ce que c'est pour dire que le sport n'a plus une priorité?
chez lui? Du tout. Le chef de l'État a suffisamment fait la démonstration de son implication dans le sport. Donc son discours à la nation était circonscrit par rapport au contexte, mais il vous souviendra que le chef de l'État, donc le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba, est l'initiateur de la professionnalisation du football. Donc dans ce cadre-là, il a investi pas moins de 250 milliards. À partir de ce moment, il n'appartient pas au chef de l'État de dire une chose et de mettre en musique. On va marquer il peut réussir sa reconversion, Gaëtan Kouka. Pour devenir politique alors. Une pause pour la dernière rubrique de cette émission, les cartons. Ça cartonne. On va désormais appeler Gaëtan Kouka, cher camarade. Camarade. Non, c'est Brice Nengue. Écoutez, on ne va pas aller avec la cuillère à la main, on va aller directement avec le rouge, dès le départ. Le rouge parce que le championnat aurait dû reprendre en fin décembre. Il n'a malheureusement pas repris pour des raisons que nous ne connaissons pas, puisque aujourd'hui, ni ceux qui financent le championnat, ni la LINAF ne sont capables de nous dire aujourd'hui la vraie raison pour laquelle ils ont arrêté le championnat. On sait simplement qu'il va reprendre un jour, probablement encore dans un futur non défini, mais le championnat va reprendre. Donc, mon carton à 2 personnes, au ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est le sponsor premier du championnat national, et au président de la Ligue nationale de football professionnel, qui lui attend toujours la dernière minute pour pouvoir informer ses partenaires bien votre carton, que le championnat est aujourd'hui en train de mourir. Carton rouge à tous les deux. Merci beaucoup, Brice Nengue. Carton vert. Allez-y. Carton vert. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier. Oui. Le monde du football. Le carton vert, c'est l'appréciation. Oui. Le monde du football est en pleine célébration. C'est vrai qu'on fait les obsèques de Pelé, mais on le célèbre. Et par ce carton vert, je voudrais célébrer toute la carrière de ce grand acteur du football mondial. Et pour tirer aux Brandissez bien le carton, aux autres que ce carton vert met un terme aussi aux différentes comparaisons. Messi est un très grand footballeur. Cristiano Ronaldo est un très grand footballeur. Zidane autant, Maradona autant. Mais Pelé, c'est Pelé. Merci beaucoup. Slange Pambo. Oui, un carton vert, moi je vais brandir le carton vert à l'endroit de Pierre-Alain Mungengui. Est-ce que je mesure la grandeur de la personne au regard des différents actes et actions qu'il pose depuis son retour à la tête de la Fédération gabonaise de football, la volonté d'être conciliant, l'esprit d'ouverture, la volonté de rassembler les principaux acteurs du monde du football dans notre pays. Je pense que cette Olympiade doit être inscrite justement dans ce sillon-là qu'il a tracé, en lui souhaitant justement le meilleur avec ses collaborateurs pour cette année 2023 et qu'il ait le soutien de l'ensemble des acteurs du monde du football dans notre pays pour que les footballeurs gabonais, pour que le football gabonais, pour que les fans du football dans notre pays connaissent des lendemains meilleurs où notre équipe nationale, elle aussi, aille le plus haut possible tutoyer les étoiles. On doit être présent déjà en 2024 en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci beaucoup, Slange Pambo. Je rappelle que vous avez collaboré avec Pierre-Alain Mungengui à la COGEM Séni. Non, dans le Cocan. Pierre-Alain Mungengui a été président de la commission et au commissaire en charge de la compétition. Merci beaucoup. Non, mais vous connaissez, Gaëtan Kouka. Vous connaissez monsieur Bekale. Non, c'est une tradition et avec fermeté au ministre des Sports, au président de la Ligue nationale de football professionnel, au président du club qui participe de tirer le football gabonais vers le bas. Merci beaucoup à chacun de vous. C'était un plaisir pour nous de vous retrouver et de retrouver les téléspectateurs en cette nouvelle année. Les As du foot, par le canal de la direction générale de Télé Africa, souhaitent une bonne année à l'ensemble des téléspectateurs, les amoureux de cette émission. Djibril Wanya, merci beaucoup. Brice Nengue, merci également. Slange Pambo, toujours à vos côtés. Gaëtan Kouka, le mal-aimé, le camarade Gaëtan Kouka. Non, pas camarade, je ne suis pas un camarade, je suis simplement un
un citoyen qui dit sa part de vérité quand il le faut. Et pour dire à M. Wagner que ne comparez jamais Dieu aux anges. Les aides du foot. Vous parlez de Pelé, de Messi, de Ronaldo. Bah, non, c'est terminé, c'est terminé. On va poursuivre en coulisses. Les aides du foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement. Il faut réussir à garder.